Philippe. Claude. Bonjour. Bonjour. Merci de venir nous parler de thérapie brève. Ouais, tu es psychiatre. Oui. Tu es psychiatre en libéral et tu diriges un institut à Paris, le STIP. Voilà, avec mon collègue Laurent. Avec Laurent Et puis Gross. je donne des formations aussi à Nancy, avec l'Institut Utile. Voilà. Et à Nancy. Pas mal de formations. Beaucoup d'activités, c'est Ouais. bien. Alors, thérapie brève. Beaucoup de gens viennent chez moi aussi me disant je viens chez vous parce que vous faites de la thérapie brève. Ouais. Alors souvent ils ont une idée un peu floue de la thérapie brève et j'ai profité que tu sois là parce que tu es quand même aujourd'hui un des grands maîtres en France de la thérapie brève, c'est vrai. Tu vas me faire rougir. Tant pis, c'est de ta faute. Et comment toi tu pourrais expliquer aux gens, dire aux gens qui vont nous regarder, qu'est-ce que c'est que la thérapie brève, comment... Alors, déjà, les thérapies brèves, c'est des thérapies qui sont nées dans la deuxième moitié du XXe siècle aux États-Unis. Ouais. Et qui sont nées à partir du moment où la psychanalyse, qui avait eu quand même le vent en poupe pendant la première moitié du XXe siècle, a été un petit peu remise en cause par un certain nombre de choses, parce qu'elle s'est mise à produire des thérapies assez longues et qui ne menaient pas toujours à des résultats attendus. Et donc il y a eu un espèce de courant chez les psychologues, chez les thérapeutes, notamment américains, d'essayer de produire des thérapies qui seraient un peu plus centrées sur des objectifs, qui ne chercherait peut-être pas à établir la vérité, à rechercher des causes profondes, mais aiderait les gens à passer une mauvaise passe, à changer quelque chose dans leur vie, à faire évoluer. Et dans un temps limité, et sur des objectifs. Alors, un temps limité qui peut être long, mais c'est aussi peu de temps que possible. Voilà. Et puis, il y a une mauvaise traduction. Brief en anglais, ça veut dire to the point. Hein, c'est une thérapie qui vise quelque chose, qui cible quelque chose. Donc la notion d'objectif est très importante. La notion d'objectif est importante et c'est pas juste on va finalement s'asseoir, parler et on va voir ce qui sort. Pourquoi sommes-nous là ensemble pour faire quelque chose? Ça distingue un petit peu les thérapies brèves. Et à partir de là, il y a plusieurs courants de pensée qui sont nés. Il y a eu des thérapies brèves d'inspiration psychanalytique où les gens ont dit on peut garder les principes de fonctionnement et la vision de l'esprit de la psychanalyse, mais dans des thérapies limitées avec des objectifs. Il y a eu des thérapies qui se sont carrément opposées à la vision analytique. On pense notamment aux thérapies cognitives qui ont dit non, ça ne fonctionne pas du tout comme ça. Voilà. Et puis il y a eu ce qu'aujourd'hui on appelle, alors par abus de langage un petit peu, les thérapies brèves telles que nous on les voit, notamment dans la Confédération. C'est ce que Dominique Méglé appelle le courant des pragmatiques, c'est-à-dire des gens qui se sont dit finalement, pour aider quelqu'un à changer, il n'y a pas forcément besoin de tout connaître du psychisme. Ce qu'il y a besoin, c'est de savoir comment on fait pour l'aider, pour communiquer une idée, pour faire en sorte que l'idée de changement prenne corps et devienne réelle. Et ces gens-là se sont plus intéressés finalement à la façon dont on communique que aux profondeurs psychologiques. Bon alors, moi je vais pas bien. Oui. Je vais pas bien. Oui, bon, je vois ça. Je me sens déprimé, je suis angoissé, je dors pas bien, enfin je vais pas bien et on m'a dit que vous faites de la thérapie brève. Alors, comment vous allez m'aider? On m'a dit que vous faites des thérapies brèves. Voilà, alors notamment ce que je peux expliquer aux personnes qui viennent me voir, c'est aussi de leur dire que les thérapies brèves fonctionnent peut-être de façon un peu inhabituelle par rapport à ce qu'on s'attend dans la rencontre avec un psychiatre. Par exemple, le fait que nous, en thérapie brève, on va interroger les gens pas seulement sur leurs problèmes et leurs difficultés, on va aussi les interroger sur leurs forces, leurs capacités, leurs compétences et les choses qui marchent. Et ça peut être surprenant pour un certain nombre de patients qui s'attendent uniquement à parler de leurs problèmes, de leurs difficultés, de leurs douleurs. Quand quelque chose va bien, en général, les gens ont tendance, chez le psy en tout cas, assez naturellement à dire « non mais ça va ». Revenons à ce qui m'embête. Alors que peut-être quelqu'un qui fait des thérapies brèves ou de l'hypnose ericksonienne va dire attendez mais ça m'intéresse en fait. Parce que peut-être que là, vu que la solution finalement on la donne pas clé en main, on la cherche avec le patient, on la cherche à partir du patient. Et je crois qu'un des apports, un des inspirateurs des thérapies brèves, c'est quand même Erickson, qui amenait l'idée que la solution est quelque part chez le patient et elle n'est pas dans ce qui lui manque ou dans ce qu'il n'arrive pas, elle est aussi dans ce qu'il sait encore faire, dans les compétences et les capacités. S'intéresser à ce qui va déjà chez le patient. Ça, c'est un des grands points. Mettre un objectif. Un point qui est intéressant, et l'hypnose a beaucoup influencé là-dessus, c'est aussi s'intéresser au corps. C'est-à-dire ne pas être juste dans quelque chose qui soit purement mental, mais aussi de ce qu'on ressent. Finalement,
si on interroge nos patients, par exemple, disons, qui ont des angoisses, des anxiétés, ce qui est très très fréquent, et qu'on leur demande mais l'anxiété c'est quoi pour vous ? 100% des réponses vont être au moins en partie corporelles. Les gens disent ça me fait mal dans le ventre, ça me fait un poids sur les épaules, ça me serre la gorge. Et c'est vrai que la psychologie, la psychiatrie, la psychothérapie a eu tendance à un moment donné à se mentaliser beaucoup. Ce qui est bien, ça a permis de faire avancer les théories. Mais en même temps, peut-être parfois à un peu oublier le corps des patients. Et je crois que c'est important aussi, l'hypnose nous a influencé en bien là-dessus pour dire aux gens, mais aussi c'est comment dans votre ventre, c'est comment dans votre poitrine. Et ça aussi, c'est des ressentis importants. Et des bonnes jauges de progression. Des bons indicateurs. Pas juste ce que je pense. Finalement, souvent, dans la tête, ça se passe bien. Il y a beaucoup de patients viennent nous voir, ils sont logiques, ils ont compris, ils sont intelligents, et puis ils disent quelque part, je sais ce qu'il faut faire, je sais ce qu'il faudrait que je fasse, mais je n'y arrive pas. Pourquoi ? Parce que dans mon corps, ça fait mal. Donc ça, c'est un autre point qui est important dans les thérapies brèves. Le corps, effectivement, le fait de déterminer un objectif, le fait de s'intéresser à ce qui fonctionne, aux ressources. Je crois qu'il y a aussi l'aspect communication. Quelqu'un qui fait des thérapies brèves s'intéresse à la façon dont il parle à la personne. S'intéresse aux subtilités du langage. Il va parfois poser des questions qui vont parfois paraître posées d'une façon un petit peu bizarre. Mais en fait, on pense en thérapie brève que les mots comptent, que la façon dont on formule quelque chose. Je prends souvent cet exemple un peu simple, mais finalement, si je dis à quelqu'un mais monsieur, vous allez mal, mais vous êtes venu me voir. Il peut avoir l'impression que je remets un peu en cause sa souffrance. Vous allez mal, mais enfin quand même, vous êtes venu. Tandis que finalement, si je change un mot et que je lui dis vous allez mal, et vous êtes venu me voir. Et pourtant, vous êtes venu me voir. Voilà, et finalement, quelque part, je souligne ses compétences. Et donc, en fait, quelqu'un qui fait des thérapies brèves va essayer de faire attention à la façon dont il communique. Alors, tu as dit tout à l'heure que c'était dans un temps limité. Qui peut être long, mais limité. C'est quoi, par exemple, un temps limité ? Alors, il faut être clair sans vouloir en faire trop, mais il y a effectivement des gens qui peuvent aller bien en une séance. Parce que je crois que les techniques de thérapie brève, parfois, sont tellement, ce qu'on appelle recadrantes, finalement. Alors, recadrage au sens de la photographie, c'est-à-dire quand on photographie la même scène sous un autre angle, on voit carrément autre chose. Si on photographe quelqu'un de face ou de profil, on voit presque une autre personne. Je dirais que les thérapies brèves peuvent parfois avoir cet effet-là. C'est-à-dire, je ne peux pas changer la vie des gens, mais parfois je peux changer le regard qu'ils ont dessus. Et parfois, quand on change de regard sur ce qui nous est arrivé, notamment dans des problèmes dépressifs, traumatiques, on voit bien, par exemple, les gens qui ont eu un psychotraumatisme, il y en a certains qui disent ça a ruiné ma vie, et il y en a d'autres qui disent, pour le même genre de traumatisme, ça m'a fait grandir. Mais qu'est-ce qui change ? Pas le trauma lui-même, la façon dont je le regarde. Et les thérapies brèves, c'est des fois des techniques qui induisent des regards différents sur la vie. Donc, quand ça marche bien, quand on a quelqu'un de très motivé, quand la relation est bonne avec le praticien, et ça c'est très important, quand il y a une confiance, quand il est prêt des fois le changement de point de vue peut être spectaculaire. Donc, pourquoi pas une séance ? Pourquoi pas Plus usuellement, on voit quand même les gens plusieurs fois. Beaucoup de thérapeutes qui font des thérapies brèves les voient entre 1 et 10 fois, on va dire. Voilà. Mais bien entendu, il y a des fois des problèmes qui nécessitent plus de temps, qui sont plus profonds, ou parfois il y a une histoire relationnelle. Des fois, on met du temps à faire confiance à quelqu'un. Des gens qui ont été beaucoup trahis dans leur vie, des fois ils ont besoin d'un peu de temps pour se familiariser avec le thérapeute, peut-être pas tout lui confier tout de suite, et ça c'est à prendre en compte et c'est important. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que l'idée de brièveté, bref, c'est pas forcément court. Bref, c'est nous allons nous occuper de quelque chose, on va prendre le moins de temps possible parce qu'on n'est pas là pour vous faire perdre votre temps et votre argent à faire ça, mais on va pas vous lâcher, on va pas vous dire ça y est, ça fait 5 fois, salut. Non, s'il y a besoin de plus, la porte est ouverte, mais on détermine ce qu'on va faire. On n'est pas là pour... On fait quand même le maximum pour que ça se fasse en 3, 5, 10 séances. Le mieux, effectivement, ce serait que ça se fasse en le moins de temps possible. Et on garde la porte ouverte. On garde la porte ouverte si jamais il y a un autre problème. Mais le fait qu'on ait fixé un objectif, que les gens soient venus là pour quelque chose, et pas forcément pour une demande du genre... introspective, je voudrais en savoir plus sur moi. Les gens viennent, et c'est le cas, les gens viennent en disant voilà, j'ai ce problème-là, je voudrais arriver à ça dans ma vie, et je n'y arrive pas. Et une fois que ce sera résolu, je serai d'accord pour vous dire au revoir. Et je suis pas là pour... Les gens ont moins envie, je pense, globalement, dans les gens que je reçois en tout cas, de dire je suis parti pour 10 ans. Et l'hypnose dans l'hypnose à thérapie brève ? L'hypnose et la thérapie brève. Alors, les liens sont très forts, parce que je dirais que le courant de thérapie brève dont je parlais tout à l'heure, il est né de l'amitié entre le rénovateur de l'hypnose moderne, Erickson, et le créateur des premières thérapies brèves systémiques, qui était Bateson.
de Palo Alto. Et l'amitié de ces deux-là a été féconde en fait, et quelque part ce sont les gens donc, de ce qu'on a appelé l'école de Palo Alto, l'école de la théorie de la communication, ont commencé à se dire mais qu'est-ce qui fait que ces gens-là avec l'hypnose ont des résultats tellement incroyables. Et un des facteurs d'efficacité qu'ils voyaient, c'était la capacité à très bien communiquer. Erickson était un très bon hypnotiste, il était déjà en hypnose, c'était un excellent communicateur. Il avait des subtilités dans son langage, et les gens de Palo Alto ont dit mais en fait c'est ça qui est l'appui de cette qualité relationnelle qu'il a. Et à leur suite, un certain nombre de théoriciens, de praticiens ont créé, mis à jour des courants de pensée en quelque sorte, des modèles de psychothérapie qui sont inspirés finalement de ces questions de la communication d'Erickson, de Bateson et de leurs suiveurs. Et donc les liens sont assez forts dans le sens où on pourrait dire quelque part que les thérapies brèves sont des conversations hypnotiques. On pourrait dire ça, même si elles ne cherchent pas toujours à induire un état formel de transe, un état de conscience modifié. C'est-à-dire qu'il n'y a pas toujours de transe. Pas toujours forcément de l'hypnose au sens classique. Pas toujours de l'hypnose au sens classique. Ça peut survenir parce qu'il est fréquent, notamment dans notre confédération, les gens sont souvent formés aux deux approches. Mais on pourrait faire des thérapies brèves à la limite sans forcément faire de l'hypnose. Mais on va chercher à reproduire toute cette partie communicationnelle, stratégique, relationnelle qui a été permise par les thérapies brèves. Et c'est une vraie innovation de dire que, bien sûr, l'état de conscience peut compter. Il y a certaines thérapies, ça va être important. Et puis, il y a des parties où l'important, c'est comment on entre en relation et comment cette relation thérapeutique aide la personne à changer. Et ça peut se faire par la communication. Donc, un patient qui va rencontrer un thérapeute qui est dans ce courant-là de thérapie brève, il faut qu'il s'attende à ce qu'on lui demande qu'est-ce que vous souhaitez, qu'est-ce que vous attendez, quel est votre objectif. Ça, c'est important. Des fois, c'est déstabilisant parce que quand on va demander aux personnes à quoi est-ce que je peux vous être utile finalement ? Et des fois, la personne va décrire son problème. Et souvent, des fois, ça a fait sourire certains de mes patients. Même souvent, je répète la question. Ils m'ont décrit leur problème. Je leur dis, d'accord, mais par rapport à ce problème, à quoi est-ce que je peux vous être utile ? Qu'est-ce que vous souhaitez ? Et parfois, les gens ne se sont pas posé la question. Ils se sont dit, je vais aller décrire mon problème, je vais poser ça sur quelque sorte, ils décrivent une plainte. Exactement. C'est une plainte plus qu'une demande. Plus qu'une demande. Et nous, ce qu'on cherche, plainte, demande, ça, c'est aussi important. Et on aide les gens. Mais c'est normal qu'ils ne le sachent pas parce que ça, c'est culturel. On vit dans une société et on vit dans un modèle médical un peu technique, scientifique. Effectivement, chez beaucoup de praticiens de santé, je vais expliquer où j'ai mal et comment j'ai mal et depuis quand et depuis combien de temps. Et assez naturellement, le praticien va dire j'ai un médicament à vous donner, je vais faire une opération chirurgicale. Mais là, il s'agit que ce soit la personne qui change quelque chose dans la vie. Je dis souvent à mes patients, je vous vois une demi-heure, 3/4 d'heure, mais quand vous allez sortir, je ne serai pas avec vous. Et je n'aurai pas trituré votre cerveau avec un scalpel. C'est vous qui serez dehors confrontés à vos angoisses, à vos traumatismes, à vos addictions. C'est vous qui allez passer devant un bureau de tabac ou devant un débit d'alcool. Donc il faut que la personne change. Et donc pour ça, ce qui est important, c'est qu'il formule une demande, un objectif, et on va l'aider à formuler ça. Alors, autre chose auquel il faut que les gens s'attendent, et je pense que c'est important dans ce que tu soulignes, c'est qu'on va avoir affaire à un thérapeute qui va parler et qui ne va pas juste s'asseoir silencieux et entendre se dévider une plainte. Il va poser des questions, il va avoir une conversation finalement, presque avec des guillemets et avec respect, presque couper la parole. C'est-à-dire mais là vous souhaitez quoi par exemple ? Qu'est-ce que vous désirez par rapport à ça ? Et ça, des fois c'est déstabilisant. Les patients disent vous parlez beaucoup pour un psy. Tiens, j'ai un peu envie de conclure notre entretien sur... on peut inviter peut-être les gens qui nous écoutent à regarder un film qui a été tourné il y a quelques années, qui s'appelle Oui mais. Oui, exactement. Qui illustre assez bien ce que c'est qu'une thérapie brève. Je suis d'accord. Et on voit effectivement un thérapeute qui n'hésite pas à être actif, qui s'implique, qui peut avoir de l'humour, qui propose aux gens de faire des choses chez eux. C'est ça. Et voilà. Que les gens fassent des choses aussi. Oui, le changement, et je pense que c'est ça que ça nous apprend aussi, le changement il est plurifactoriel. On peut comprendre ce qu'il faudrait qu'on fasse. On peut faire une action et en se disant tiens j'ai réussi à faire ça. On peut sentir une sensation différente. On peut regarder le monde autrement. Et en fait un changement c'est pas juste... Erickson disait que la thérapie n'était pas une connaissance, que les gens ne venaient pas chez nous pour une connaissance, ils venaient pour une expérience. Et je crois qu'on doit expérimenter le changement. Et le mieux, c'est de l'expérimenter sur tous les plans. Corporel, relationnel, mental, sur le plan de l'action, de l'intention, des relations aux autres. Et je crois que les thérapies brèves nous donnent des très très beaux outils pour faire ça quand les patients savent et veulent et sont motivés pour s'en saisir.
Bon, j'ai eu raison de te demander à toi de parler de la thérapie brève. Oh, merci. Merci beaucoup. Je te remercie. Claude. Merci beaucoup.